L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 20 janvier 1960. Le pivot autour de quoi je fais tourner, parce que je le crois nécessaire, ce dans quoi nous avançons cette année, est bien évidemment ce Das Ding, qui n'est pas, bien entendu, sans faire problème, voire sans faire surgir quelques doutes sur sa légitimité freudienne, pour ceux, c'est bien naturel, qui y réfléchissent, qui conservent comme ils le doivent leur esprit critique en présence de ce que je formule pour vous. Il est bien clair que j'assume pleinement la responsabilité de ce Das Ding, dont, bien entendu, vous devez pouvoir mesurer, concevoir, la portée exacte, précisément dans la mesure où il se sera avéré nécessaire à notre progrès dans notre exposé. C'est évidemment dans sa fonction, dans son maniement, que vous pourrez en apprécier le bien fondé. J'en reparle pourtant, le désignant comme ce quelque chose dont certains pourraient dire ou penser que j'ai été le chercher dans un petit détail du texte freudien, là où j'ai été le pêcher dans l'Entwurf. Mais justement, je crois d'abord que dans les textes comme ceux de Freud, c'est précisément ce que l'expérience nous enseigne. Rien ne nous y apparaît comme caduc, au sens où ce serait quelque chose, par exemple, d'emprunté, quelque chose qui viendrait là sous la forme de quelque psittacisme scolaire, et sans être marqué de cette puissante nécessité articulatoire qui distingue son discours, qui rend justement si important de nous apercevoir des points, par exemple, où il reste ouvert, où il reste béant. Il n'en implique pas moins une nécessité que je crois en plusieurs occasions avoir pu vous faire sentir. Et ce Das Ding, je crois, tel que j'essaie de vous en faire sentir la place et la portée, est quelque chose de tout à fait essentiel. À mesure que nous avancerons, vous le reconnaîtrez. Quant à la pensée freudienne, cet intérieur exclu qui, pour reprendre les termes mêmes de l'Entwurf, est ainsi exclu à l'intérieur, dans un quelque chose qui s'articule à ce moment, et très précisément à ce moment comme ce real ich, qui veut dire alors le dernier réel de l'organisation psychique, qui est là conçu, articulé comme hypothétique au sens où il est supposé nécessaire au Lust ich, où se manifestent les premières ébauches d'organisation psychique, c'est-à-dire cet organisme psy, dont la suite nous montre qu'il est dominé par la fonction des Vorstellung Repräsentanz, c'est-à-dire non pas seulement par les représentations, mais par des représentants de la représentation, qui est très précisément ce qui correspond, qui trace la voie où s'est engagée, avant Freud, toute la connaissance dite psychologique, en tant que c'est dans cet atomisme où elle a d'abord pris forme, et qui est en somme la vérité du dit atomisme. Cette élémentarité idéationnelle, qui est partie de l'homme, et avant l'homme, et par une sorte de nécessité qui est essentielle, la connaissance psychologique, et donc en somme tout l'effort que nous avons vu l'autre jour de la psychologie, a tenté de s'en dégager. Mais elle ne peut s'en dégager. Elle ne peut s'insurger contre l'atomisme qu'à méconnaître, si elle emprunte les voies freudiennes, en elle-même, je veux dire dans son objet, cette flocculation qui soumet sa matière. Et sa matière, c'est le psychisme, à la texture sur laquelle s'échafaude la pensée, autrement dit la texture du discours en tant que la chaîne signifiante, telle que je vous apprends ici à la pratiquer, qui est la trame sur laquelle la logique s'édifie, la logique avec ce qu'elle apporte de surajouté et d'essentiel, qui est la négation, le splitting, la Spaltung, la division, la déchirure qui introduit l'immixtion du sujet. Eh bien, la psychologie, en tant qu'elle est soumise à cette condition atomique d'avoir à manier les Vorstellung Repräsentanzen, pour autant qu'il structure,
qu'en eux-mêmes est floculée cette matière psychique, pour autant que la psychologie tente de s'en affranchir, ces tentatives jusqu'à présent sont essentiellement, on peut dire, maladroites. Je n'ai pas besoin de faire plus que de vous rappeler le caractère confus de ces références, de ces recours à l'affectivité, c'est-à-dire au registre, à la catégorie la plus confuse, au point que, même quand c'est à l'intérieur de l'analyse que cette référence est faite, c'est toujours à quelque chose de l'ordre de l'impasse qu'elle nous mène, à quelque chose dont nous sentons que ce n'est pas la ligne dans laquelle, effectivement, notre recherche peut vraiment progresser. En fait, bien sûr, il ne s'agit point ici de nier l'importance des affects, il s'agit de ne pas les confondre avec le point, la substance de ce que nous cherchons dans le real itch, au-delà de cette articulation signifiante, telle que nous pouvons, nous, artistes de la parole analytique, le manipuler. Qu'il suffise, au passage, de vous indiquer à quel point cette psychologie des affects dans laquelle Freud, pourtant, donne des touches au passage, toujours si significatives, si indicatives, quand il insiste en fin de compte toujours sur le caractère conventionnel, artificiel, sur le caractère non pas de signifiant mais de signal auquel en fin de compte on peut la réduire, ce caractère qui en fait aussi sa portée déplaçable, un caractère aussi, bien sûr, qui présente l'économie, un certain nombre de nécessités, l'irréductibilité par exemple. Ce n'est pas de l'essence économique, voire dynamique, qui souvent, foncièrement, est cherchée à l'horizon, à la limite, dans la perspective de la recherche analytique. Ce n'est pas l'affect qui en donne le mot. C'est ce quelque chose de plus opaque, de plus obscur qui précise toutes les notions dans lesquelles débouche la métapsychologie analytique, c'est-à-dire les notions énergétiques, avec les catégories étrangement qualitatives dans lesquelles elle arrive à s'ordonner aujourd'hui. Qu'il nous suffise ici d'indiquer la fonction, dans les voies où s'est engagée récemment la métapsychologie, de ce terme d'énergie sexuelle ou libido en tant que désexualisée, c'est-à-dire la référence à proprement parler à des notions qualitatives de plus en plus difficiles à soutenir, d'une expérience quelconque, bien moins encore, bien entendu, d'une expérience qu'on pourrait dire affective. Cette psychologie des affects, nous aurons peut-être un jour à la faire ensemble. Je voudrais simplement, pour, au passage, enfoncer le caractère inadéquat de ce qui a été fait dans cet ordre, et spécialement dans l'analyse jusqu'à présent, vous proposer incidemment, au passage, quelques sujets de méditation, et par exemple, ce qu'on a pu dire sur un affect comme la colère. Je veux dire combien ce sont des petits problèmes, de petits exercices pratiques, latéraux que je vous donne, combien peut-être l'usage des catégories, je crois précises, auxquelles je vous invite à vous référer, pourrait peut-être nous permettre de nous expliquer pourquoi, dans l'histoire de la psychologie et de l'éthique, on s'est tellement intéressé à la colère, et pourquoi nous nous y intéressons dans l'analyse tellement peu. Descartes, par exemple, articule sur la colère quelque chose qui pleinement vous satisfait. Je pourrais simplement ici, au passage, vous indiquer la ligne dans laquelle je crois qu'on pourrait dire quelque chose, repérer avec exactitude si cette hypothèse de travail que je vous suggère colle ou ne colle pas, à savoir que la colère est une passion, mais qui se manifeste purement et simplement par tel ou tel corrélatif organique ou physiologique, par tel ou tel sentiment plus ou moins hypertonique, voire élatif, que peut-être la colère nécessite quelque chose comme une sorte de réaction du sujet, qu'il y a toujours cet élément fondamentalement d'une déception, d'un échec dans une corrélation attendue entre un ordre symbolique et la réponse du réel.
Autrement dit, que la colère, c'est essentiellement quelque chose de lié à cette formule que je voudrais emprunter à Peggy, qui l'a dit dans une circonstance humoristique. C'est quand les petites chevilles ne vont pas dans les petits trous. Réfléchissez à cela et voyez si ça peut vous servir. Ça a toutes sortes d'applications possibles, jusque et y compris d'y voir peut-être l'indice d'une ébauche possible d'organisation symbolique du monde, chez les rares espèces animales où on peut effectivement constater quelque chose qui ressemble à la colère. Car il est tout de même assez surprenant que la colère soit quelque chose de remarquablement absent du règne animal, dans l'ensemble de son étendue. La direction dans laquelle assurément la pensée freudienne s'engage, c'est toujours de mettre l'affect à la rubrique du signal. Que Freud en soit venu, au terme de son articulation de sa pensée, à mettre l'angoisse elle-même dans la cote du signal, est une chose qui doit être pour nous suffisamment indicative déjà. C'est au-delà donc que nous cherchons, au-delà de l'organisation du Lust-Ich, pour autant qu'il est entièrement lié pour nous, dans son caractère phénoménal, au plus ou moins grand investissement de ce système des Vorstellungsrepräsentanzen, autrement dit, des éléments signifiants dans le psychisme, qui est quelque chose qui est fait, justement, pour nous permettre, au moins opérationnellement, de définir le champ de Das Ding, et opérationnellement en tant que nous essayons de nous avancer sur le terrain de l'éthique. Et je prétends, comme a progressé d'un point de départ thérapeutique la pensée de Freud, nous permettre de définir le champ du sujet en tant qu'il n'est pas seulement le sujet intersubjectif, le sujet soumis à la médiation du signifiant, mais ce qu'il y a derrière ce sujet. Nous sommes projetés, dans ce champ que j'appelle le champ du Das Ding, sur quelque chose qui est bien au-delà de ce domaine mouvant, confus, mal repéré, faute d'une suffisante organisation de son registre, de l'affectivité. Nous sommes projetés sur quelque chose de beaucoup plus foncier, qui est à proprement parler ce que j'essayais déjà, pour vous, de désigner dans nos entretiens précédents de cette année, à savoir celui non pas de la simple ville, au sens schopenhauerien du terme, pour autant qu'à l'opposé de la représentation, c'est de l'essence de la vie que Schopenhauer veut en faire le support. C'est ce quelque chose où il y a à la fois la bonne volonté et la mauvaise volonté. Ce voles nolens, qui est le vrai sens de cette ambivalence qu'on sert mal quand on la prend au niveau de l'amour et de la haine. C'est au niveau de la bonne et de la mauvaise volonté, voire de la préférence pour la mauvaise au niveau de la réaction thérapeutique négative, que Freud, au terme de sa pensée, retrouve le champ du Das Ding et nous désigne le plan de l'au-delà du principe du plaisir. C'est comme un paradoxe éthique que le champ du Das Ding est retrouvé à la fin, et que Freud nous y désigne ce quelque chose qui, dans la vie, peut préférer la mort. Et comme tel, il s'approche plus qu'aucun autre du problème du mal, plus précisément du projet du mal comme tel. Si ceci, qui nous est désigné à travers ce que nous avons vu au début, peut être dans un coin où on pourrait le laisser passer, le considérer comme contingent, voire comme caduc, je crois que tout, de la pensée de Freud, nous montre que bien loin qu'il en soit ainsi, à la fin il en désigne le champ comme étant celui qui polarise vraiment, qui organise, autour duquel gravite le champ du principe du plaisir, au sens où le champ du principe du plaisir est ce champ au-delà du principe du plaisir, pour autant que ni le plaisir, ni les tendances de la vie comme telles, ni les tendances organisatrices, unificatives, érotiques de la vie, ne suffisent d'aucune façon à l'ordonner, à faire purement et simplement de l'organisme vivant comme tel, des nécessités et des besoins de la vie, le centre du développement psychique. Assurément, le terme opérationnel, dans cette occasion, a comme dans tout procès de pensée sa valeur.